Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. L'histoire de la technologie, la Passat B7 a été présentée pour la première fois au Mondial de l'Automobile de Paris en 2010. Cependant, les Allemands se sont avérés être des gars honnêtes et n'ont pas appelé cette génération nouvelle, elle a été appelée mise à jour. Et c'est tout à fait juste, car la B7 n'est qu'une B6 remise au goût du jour. En même temps, elle a reçu une nouvelle apparence. Les optiques, les panneaux de carrosserie et l'intérieur ont été modifiés. Bien qu'elle soit construite sur la plateforme PQ46, la même que la B6 précédente, certains details du châssis, de la base et, surtout, de l'équipement de l'intérieur ont été modifiés. Mais les moteurs et les boîtes de vitesse restent les mêmes. Les moteurs à essence sont les séries A111, et A888 et A390, les moteurs diesel la série A189. Bien entendu, le moteur le plus populaire était le 1,8 TSI de la série A888 avec une puissance de 152 chevaux, la deuxième place étant occupée par le 1,4 TSI de la série A111. Ces moteurs sont à la fois un casse-tête pour les propriétaires de voitures et un motif de fierté, ils nous parleront eux-mêmes de ces unités ci-dessous. Volkswagen Passat 2010 à 14. Il n'y avait malheureusement pas de boîte automatique à convertisseur de couple classique sur la B7. Toutes les voitures à deux pédales étaient équipées de robots SG DQ2 Sense à 7 vitesses, sèche, ou DQ250 à 6 vitesses avec un embrayage dans un bain d'huile. La transmission pouvait être à la fois avant et intégrale avec un embrayage Haldex. Les suspensions n'ont rien de particulièrement intéressant, à l'avant, elles sont de type McPherson, à l'arrière, elles sont de type Multilink. La Passat B7 étant construite sur une plateforme assez ancienne, elle n'a pas pu rester longtemps sur la chaîne de montage. En 2015, elle a été remplacée par la nouvelle génération, basée sur la nouvelle plateforme MQB. C'est bien, mais revenons à la B7. Pourquoi était-elle aimée et détestée? Et qu'est-ce qu'elle aime et déteste encore aujourd'hui? En bref, le principal reproche est que la suspension est boisée. Si ce n'est pas bref, c'est un peu plus compliqué. Le fait est que les suspensions de la Passat, en particulier celles de l'arrière, ne sont pas bien réglées pour les mauvaises routes. Les habitants des régions où les routes sont bonnes, Moscou, sont généralement satisfaits de tout, les secousses ne les dérangent pas, ils ne connaissent pas de panne, et la maniabilité de la B7 avec ses suspensions est bonne. Mais lorsque le propriétaire de la voiture se déplace sur une route russe ordinaire, la rhétorique commence à changer, il ne s'agit pas de la douceur de la suspension et de la souplesse du roulement. Elle est un peu raide, surtout sur les mauvaises routes, elle se comporte bien sur une route lisse, mais il vaut la peine de rouler sur une route légèrement défoncée, et c'est là que commence la chose la plus intéressante. Pour une raison ou une autre, la voiture saute, n'avale pas les bosses et émet des sons incompréhensibles lorsque la suspension, pourtant en parfait état, se met en marche. Oui, les plaintes concernant le bruit de la suspension arrière sont également courantes. Ainsi, la ressource de tous ces éléments est assez élevée, et le plus souvent il est nécessaire de changer seulement les jambes de force stabilisatrices. Le reste s'est avéré pas tout à fait confortable, mais durable. Et sur les bonnes routes, la Passat se comporte bien. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de routes de ce type dans notre pays. Il est surprenant de constater que des matériaux de très haute qualité ont été utilisés dans une voiture qui n'est pas la plus chère. De nombreuses personnes remarquent qu'après avoir parcouru 100 000 km, l'usure est presque invisible. Tout au plus le volant commençait-il à briller. C'est pourquoi de nombreuses personnes écrivent « La qualité des matériaux est excellente ». C'est un fait. L'un des propriétaires de la Passat a rappelé que son Doberman avait rapidement abîmé l'intérieur de sa précédente voiture japonaise. Mais qu'il n'avait pas pu venir à bout du plastique de la Passat. C'est une bonne chose. En ce qui concerne l'ergonomie, tout s'est bien passé. Je me contenterai ici de quelques citations. Beaucoup reprochent à la Passat d'être ennuyeuse, mais j'aime cette ennuyeuse. Je me suis assis dans la voiture et j'ai eu l'impression de l'avoir conduite toute ma vie, tout est agréable à l'œil et au toucher. Tout est en quelque sorte toujours à portée de main et à sa place. Le seul inconvénient, selon beaucoup,
et le joystick de commande des rétroviseurs électriques, qui n'est pas très pratique à utiliser. Cependant, on peut s'y habituer. Et, certainement, il est heureux que dans les ensembles complets riches, il était possible de commander un intérieur plutôt riche. Qui pourrait récompenser la Passat avec une part de premium? Le cuir a particulièrement plu à certains, la combinaison cuir-alcantara donne une impression de confort aussi bien en hiver que en été. Et tout aurait été parfait pour la berline, si ce n'était pour un detail. C'est dommage, mais l'intérieur confortable et de qualité à première vue a déçu les propriétaires de VW avec de nombreux grincements. Il est difficile de localiser précisément la source des bruits parasites, et beaucoup ont dû démonter l'ensemble du panneau, tout. L'intérieur est décent à la manière de Volkswagen, seul un méchant insert en plastique bon marche au centre de l'ensemble du panneau. Vient tout gâcher, sur les configurations plus chères, il est en métal. Apparemment, il générait des grillons. J'essaie de les tuer, sans succès jusqu'à présent, le tunnel du conduit d'air central grince. Volkswagen Passat 2010 à 14 en hiver, l'habitacle est particulièrement agaçant avec ses bruits obscènes, ce que je n'ai pas aime. C'est le terrible grincement d'une torpille à basse température. Après le réchauffement, il disparaissait, mais à froid, il était gênant. Si l'on tient compte du fait que l'isolation phonique de la voiture est bonne, les bougies dans l'habitacle ont tout simplement épuisé l'âme de nombreuses personnes. D'autres s'en accommodent mieux, je me suis déjà habitué aux grillons dans le panneau et aux éclats sur la vitre. Je remplacerai la vitre lors de la vente de la voiture dans le cadre de l'assurance sur corps, et je laisserai vivre les grillons, ils sont comme les miens. Beaucoup de gens, bien sûr, exagèrent l'économie des Passat avec des moteurs 1.4 TSI. Ils écrivent par exemple, avec toute la dynamique nécessaire, la voiture est très économique, en ville, pas plus de 10 dans les embouteillages, sur autoroute et en 4 à 5, il est facile de suivre. Disons-le franchement, il est difficile, voire impossible, de rester facilement dans ces chiffres. Une critique plus plausible est la suivante, sur autoroute, c'est fabuleux, j'arrive à 6,5 à 7 sur autoroute, donc dans tout ce qui ne se refuse pas, en mode économique sur autoroute, il est réaliste de l'amener à 5,5 à 6 litres au 100, mais c'est une variante trop gourmande en watts. En ville, 7,5 à 10 litres au 100 pour moi, cela dépend beaucoup de la quantité de freinage dans les embouteillages. La consommation du moteur 1.8 TSI n'est pas trop élevée non plus, et celle du diesel est vraiment fabuleuse, beaucoup de gens on dit qu'il était possible de faire exactement dans les mêmes 4 litres. Et c'est un peu vrai. Mais seule la B7 diesel ne nous a pas trop plu, c'est pourquoi il y a peu d'avis de propriétaires de ces voitures. Il est nécessaire de noter que l'économie est un mérite non seulement des moteurs, mais aussi des robots DSG. De ce point de vue, la combinaison s'est avérée très réussie. Le gros problème des moteurs de la série A111 est leur refus persistant de chauffer au ralenti par temps de gel. Voici un commentaire typique d'un propriétaire qui se gelait régulièrement, le moteur ne se réchauffe pas au ralenti, dans les embouteillages. À 18 et en dessous, il fait froid. Est-il utile de préciser que, dans ce mode, le chauffage ne veut pas non plus souffler de l'air chaud? Théoriquement, l'un des problèmes de l'hiver, le gel du pare-brise devrait être résolu par son chauffage électrique. Mais là encore, c'est rate, il n'est pas très efficace, et de nombreuses personnes notent qu'il fonctionne normalement à des températures allant jusqu'à -5 à 10 degrés, et qu'en plus, il ne suffit pas. Il ne reste plus qu'à attendre que le moteur se réchauffe. Mais hélas, très long réchauffement. La Kia de ma femme chauffe jusqu'à 50 degrés et l'intérieur est chaud, mais je commence seulement à bouger la flèche et je gelais. Oui, attendre que le 1,4 TSI de la série A111 chauffe au ralenti dans le gel est pratiquement inutile. Il n'y a qu'une seule solution, attendre quelques minutes et rouler, en espérant que la situation s'améliorera en cours de route. Dans la vie, tout se passe ainsi, mais cet inconvénient apporte quelques souffrances. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet, presque tout le monde est satisfait de l'isolation phonique, à l'exception des personnes très exigeantes qui, pour une raison ou une autre, comparent la Passat et la Mercedes classe E. Et si l'on entend parfois parler de « bruit » au niveau des passages de roues, tout est parfait en ce qui concerne le son du moteur. On dirait qu'il n'y a pas de moteur, c'est le silence. En cas d'accélération, le moteur se met à tirer la voiture avec assurance, sans aucune tension, à tel point que l'on en a le vertige. En même temps, on n'entend pratiquement pas le son du moteur. Il est intéressant de noter que le deuxième avis a été rédigé par le propriétaire d'une voiture équipée d'un moteur 1.8 TSI, 152
CH, peut-être est-ce dû aux particularités de son appareil vestibulaire. Dans la Passat, les bruits de la rue sont également presque inaudibles. En un mot, presque du luxe, du moins en termes de confort sonore. Je suis sûr que ces trois lettres magiques D, S et G en attendaient plus d'un. Et c'est le cas. Malheureusement, ces Passat n'ont pas eu de chance, ni avec les robots, ni avec les moteurs. Surtout les premières années de production, de 2010 à 2013. Nous parlerons des moteurs plus loin, mais revenons aux boîtes. À l'époque, tout le monde ne connaissait pas encore les robots, et de nombreuses personnes les ont eues sans le savoir, ils conduisaient. Comme des voitures automatiques classiques, sans point mort au feu de circulation et dans les embouteillages. C'est pourquoi ces boîtes sont d'abord mortes chez les habitants des grandes villes. Ceux qui ne conduisaient pas dans les embouteillages, qui ne s'adonnaient pas à un réglage irréfléchi des puces et qui passaient beaucoup de temps sur l'autoroute ont eu plus de chance, même les premiers robots, en particulier les DQ 250 à 6 vitesses, humides, les ont servis plus longtemps. Mais d'autres ont souvent écrit ce qui suit, le compteur affichait 3500 km, la boîte battait déjà la chamade dans les embouteillages, 74 tonnes parcourues. Remplacement de l'embrayage 2 fois, sous garantie. Ou pire encore, les premiers symptômes sont apparus à 17 000 km, un léger tremblement en deuxième vitesse lors de l'accélération. À partir d'une faible vitesse. Ça ne m'a pas beaucoup gêné. À 32 000, le véhicule commence à se fatiguer, je suis allé au bureau. La mécatronique a été condamnée. Le plus souvent, j'ai dû changer l'embrayage sur le DQ200. Sur les boîtes de Racer, surtout après tuning, il y avait aussi des pannes de la partie mécanique de ces boîtes à cette vitesse. Mais le DQ250, comme je l'ai déjà dit, tolérait les abus plus calmement. Comme vous le savez, les Allemands travaillent constamment à la conception de ces transmissions automatiques, de sorte que les dernières DSG fonctionnent de manière assez fiable et pendant assez longtemps. En outre, leur réparation est déjà bien maîtrisée et, le plus souvent, elle est moins coûteuse que celle des transmissions automatiques classiques. Mais nous en sommes là. Et puis la DSG 7 a rendu les gens presque fous. Et il est très regrettable que l'évocation des robots ait pris fin au moment où les B7 terminaient déjà leur vie de convoyeurs. Cependant, il y a des raisons de penser que la plupart de ces premières DSG sur ces voitures ont déjà été réparées au moins une fois. Si vous vous intéressez au B7 d'occasion, il est donc logique de chercher à savoir quand et qui a réparé la boîte DSG. Ce n'est peut-être pas si grave. Beaucoup de gens écrivent que la Passat B7 est une voiture un peu ennuyeuse. Ils disent que c'est juste une grande voiture pour une famille nombreuse. Elle roule, est silencieuse, se tient bien sur la route, ne s'embarrasse pas de futilités, et bien d'autres choses encore. Et ce n'est pas nécessaire. Les propriétaires, bien sûr, savent mieux que moi, mais je dois alors parler séparément de l'amour énorme des propriétaires pour le coffre de la Passat. Si l'on considérait cette voiture comme une grande voiture familiale, mais ennuyeuse, alors il n'y a pas d'endroit sans elle. Et presque tout le monde en parle. Le coffre n'est vraiment pas petit, 560 litres. Mais ce n'est pas qu'une question de volume. Voici une courte série de coups de cœur pour la partie arrière de la Passat, le coffre est plus que grand, dossier rabattable. Des sièges arrière, niche spéciale pour les objets longs, crochets pour les sacs de course. Et la cerise sur le gâteau, la famille est confortablement installée dans l'habitacle, et il y a tellement d'espace dans le coffre que vous pouvez y mettre votre belle-mère avec toutes ses valises. Il y a assez de place. Ah, vous, gentil monsieur. Il convient de rappeler séparément les matériaux, le plastique est difficile à rayer, de sorte que même si le coffre est utilisé activement, il ne devient pas semblable au plancher d'une camionnette porte-melon. Le seul inconvénient, signalé par les propriétaires, est la grande profondeur du coffre si l'on veut mettre quelque chose sur la paroi la plus éloignée, il faudra grimper à l'intérieur, ce qui n'est pas pratique, les pantalons se saliront certainement à cause d'un pare-choc. Mais il est possible de s'en accommoder. Nous arrivons maintenant à la meilleure partie. Pour être plus exact, la pire chose dans la voiture. Le leader incontesté de l'antinotation est le moteur et à 888. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Juste deux citations, jusqu'à 100 000 km, la voiture consommait un à 1,5 litres 10 000 km, c'est-à-dire qu'avant le remplacement. Ce n'était pas si fréquent. Mais après 100 000 km, la consommation d'huile commence à augmenter et a atteint 1 litre 500 km, la patience a pris fin lorsque la consommation a atteint 1 litre par 200 km.
Je pense que tout est clair. Mais certaines choses doivent être clarifiées. Tout d'abord, la fuite d'huile monstrueuse et massive est caractéristique des moteurs antérieurs à 2013. En 2013, elle est à 888 à beaucoup changent, notamment au niveau du groupe de pistons. Nous ne pouvons pas dire que le problème a complètement disparu, mais il est certainement devenu beaucoup moins fréquent. Et surtout, pas à une telle échelle, 1 litre d'huile pour 200 km. Bien sûr, c'est une bonne chose, mais le moteur 1,8 TSI, favori en Russie, s'est avéré être une véritable catastrophe en son temps. Et si, sur les petites séries, il donnait satisfaction avec de très bonnes caractéristiques, la consommation d'huile pouvait ensuite augmenter à tout moment, et souvent d'un seul coup de façon très importante. Les réparations coûtaient déjà cher à l'époque, entre 100 et 150 000 euros selon le lieu et l'ampleur des travaux. Bien sûr, il était préférable de faire la Gen 3, troisième génération et à 888, tout de suite, mais tout le monde n'a pas osé le faire. Et il est dommage que beaucoup aient vendu les voitures en l'état avec une consommation d'huile effrénée. Je ne suis pas sûr que tous les vendeurs aient été suffisamment honnêtes pour informer les acheteurs du problème. Il est intéressant de noter que certains propriétaires étaient indifférents à la consommation d'huile. Selon eux, un moteur turbo consomme toujours de l'huile. Cette opinion est tout à fait erronée, mais, apparemment, il était plus calme de vivre ainsi. Ces gens de fer écrivent à peu près ceci, 1000 km de conduite active égale 0,5 litres d'huile. À mon avis, il n'y a rien d'inhabituel ni d'effrayant là-dedans. Eh bien, comment dire? Les moteurs et A111 ne sont pas non plus un cadeau. Il y a eu des problèmes de stagnation de l'huile et d'étirement précoce de la chaîne de distribution. Mais il y a moins de plaintes à leur sujet. Mais à 888. Si ce n'est le moteur qui aime manger de l'huile, la voiture est géniale. J'ai longtemps réfléchi à ce qu'il fallait mettre en tête de la liste des raisons d'aimer la B7. La taille? C'est ringard. Le confort? Pas assez bon. L'insonorisation? Beaucoup en font l'éloge, mais il y a mieux. Par conséquent, après avoir lu, probablement, plusieurs centaines d'avis, et ce n'est pas un travail cérébral aussi facile qu'il y paraît, je suis arrivé à une conclusion inattendue, les Passat sont surtout appréciés pour leur fonctionnement sans problème. C'est exactement ce que j'ai dit, car la fiabilité, c'est autre chose. Permettez-moi d'essayer de l'expliquer en d'autres termes. Il n'y a pratiquement pas d'avis sur l'internet qui disent que la Passat B7 a quelque chose qui se casse constamment. La carrosserie est bien peinte, et même s'il y a des éclats, la galvanisation protégée de la rouille. Il arrive que le chrome se décolore, mais très rarement. Le châssis peut cogner, mais la ressource de toutes les pièces est très décente. On se plaint parfois de l'algorithme de fonctionnement d'un détecteur de pluie, mais il n'y a pas d'autres problèmes électriques. L'intérieur est un peu ennuyeux, mais très confortable et durable. S'il n'y avait pas de problème avec les moteurs et les boîtiers, la fiabilité serait certainement au rendez-vous. Mais il y a des problèmes avec eux. Cependant, il existe une autre opinion. Nombreux sont ceux qui affirment que des vidanges fréquentes peuvent sauver à la fois les moteurs et les boîtes, ou plutôt retarder leur mort, mais là n'est pas la question. Et tout le monde est d'avis que ni l'un ni l'autre ne meurt en silence. Dès que la boîte DSG commence à s'agiter, il faut procéder à un diagnostic et ne pas attendre qu'elle s'effondre. Si le moteur commence à consommer de l'huile, il faut prendre des mesures immédiatement, et ne pas attendre qu'il prenne un coin. Et la voiture n'a pas d'autre problème. C'est pourquoi, le plus souvent, on dit à propos de la Passat, la voiture est bonne, mais il faut être prêt à faire face à de telles dépenses. Il faut chercher une voiture plus solide dans cette catégorie. Et il y a des nuances mineures, mais elles ne sont pas critiques et n'affectent pas le fonctionnement de la voiture dans son ensemble. Dans cet examen, les nuances mineures correspondent au remplacement de l'embrayage d'un robot. L'étrange combinaison d'un fonctionnement sans problème et de rares pannes majeures est assez rare. Peu de gens écrivent comme ceci, une machine géniale. Honnêtement, je ne sais même pas de quoi me plaindre. Quant à la DSG7, le sujet est glissant. En d'autres termes, tout va bien s'il n'y a pas de moteur et de boîte. Quelqu'un choisit un diesel à cause de cela, quelqu'un choisit une boîte manuelle. Et quelqu'un se contente de suivre la voiture, sans pousser la situation à son paroxysme. Et ses propriétaires sont ravis de leur voiture, elle ne restera pas sur la route à cause d'une panne soudaine et ne les ennuiera. Pas avec des pannes fréquentes de tout et n'importe quoi. Si vous disposez de 150 à 200 000 roubles, vous pouvez être tranquille,
la B7 vous emmènera n'importe où, ne restera pas au milieu de la route comme ça et ne vous fera pas perdre de l'argent tout le temps. Et elle vous conduira en toute sécurité et confortablement. C'est tout simplement génial. Mais il faut garder 150 à 200 000 euros de cote. On ne sait jamais. En conclusion, la Volkswagen Passat B7 présente des atouts indéniables, tels que son confort, sa fiabilité et ses performances. Cependant, il est également important de considérer certains inconvénients, comme son coût d'entretien et sa consommation de carburant. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si cette voiture correspond à vos besoins et à votre style de vie. Prenez le temps de réfléchir et de faire un choix éclairé. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.